Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. 1980 du général Souvia, réalisé le 8 mars 1982 par Mademoiselle de Bernardi et Monsieur Garnier à son lieu de travail à Vaucresson. J'avais en mémoire, et ces trois histoires ont trait, la première à la veille du débarquement, ce sera très rapide. La deuxième, c'est au lendemain du débarquement sur les côtes de Normandie, le 6 juin 44. Et la troisième, c'est une opération avec une petite histoire amusante d'ailleurs qui est arrivée au cours de cette opération qui s'est déroulée sur l'Angleterre et sur le nord de l'Europe. La première affaire est donc celle de la veille du débarquement. Il faut se dire que tout le monde attendait ça dans tous les escadrons de la RAF à l'époque, mais on ne savait absolument pas la date à laquelle les choses allaient se passer. Et le 5 juin était un jour où il faisait mauvais, il faisait vraiment mauvais, et vers 5 heures ou 6 heures du soir, on nous a demandé à tout le wing auquel j'appartenais, c'est-à-dire le 145e wing, qui avait 4 escadrons. On nous a demandé, on a été appelé par la voie rituelle du tannoy, vous savez, all pilots report to operation immediately. Et nous sommes donc allés au briefing, et là on nous a dit qu'il y aurait une opération de routine qui consistait à aller faire une protection de convoi, convoy patrol. C'était classique, on en avait fait déjà je ne sais combien les mois auparavant. Et ce convoy patrol était au sud de l'île de Wight. Nous sommes donc partis pour un temps affreux, à 48 avions, c'était donc les 4x12 des Wing, et il y avait de 200 mètres, 150 ou 200 mètres de plafond à peu près, c'est-à-dire on volait très bas, et on a continué sur la mer à voler très bas. Et en quittant l'île de Wight, on n'a pas vu grand-chose. D'ailleurs, la visibilité était mauvaise. Et ce n'est que au bout de 5 minutes de vol qu'on est tombé sur des bateaux. Et puis, à ce moment-là, on a vu encore d'autres bateaux, et finalement, au bout d'un certain temps, on s'est dit, mais c'est pas possible, jamais on a vu des convois pareils. Il y avait des milliers de bateaux. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est véritablement rendu compte, mais on n'en revenait pas, parce qu'on n'était pas, bien qu'on attendait cet événement-là, on n'était pas préparé à une telle chose, qu'on s'est rendu compte qu'on était en train de protéger le début du débarquement et le début du premier stream de bateaux qui partait donc à 5 heures aussi, qui quittait l'île de Wight en particulier vers 5 heures ou 6 heures du soir. Et c'était quelque chose qui était absolument gigantesque, d'autant plus qu'on était au ras des flots et que ces bateaux-là avaient pour se protéger des ballons qui desquels pendaient des fils et qui étaient destinés à arrêter les avions qui étaient susceptibles de bombarder ces bateaux-là, en piquer ou de les mitrailler. Et on voyait pas les ballons parce que les ballons étaient dans les nuages. Alors, on a failli rentrer dans ces types de barrages un certain nombre de fois, et nous sommes revenus au wing et on s'est posé où nous étions sur un terrain du sud de l'Angleterre. On s'est posé assez surexcité parce que véritablement là, on avait vu quelque chose d'assez extraordinaire. Et à ce moment-là, on s'est véritablement rendu compte que quelque chose d'anormal se passait, que c'était véritablement le débarquement, car des gardes du RAF Regiment qui étaient chargés de garder notre terrain, qui gardaient tous les terrains, c'était les commandos de l'air en quelque sorte, ont tout de suite entouré nos avions
que nous avons d'ailleurs commencé à peindre avec ces fameuses bandes blanches qui étaient caractéristiques des avions qui devaient faire le débarquement, et nous ont parqués en quelque sorte pour que nous ne puissions communiquer avec personne. Et nous avons dû rentrer à ce moment-là, toujours parqués, à la salle de briefing où il y a eu ce qu'on appelait le débriefing. On a raconté ce qu'on avait vu, et c'est à ce moment-là que notre Winco et un certain nombre d'officiers britanniques nous ont fait le briefing de l'opération véritable du débarquement telle qu'elle allait se dérouler le lendemain, et à laquelle nous devions prendre part d'ailleurs, et à laquelle nous avons pris part à 5 heures du matin le lendemain. Et lorsque nous sommes ressortis du briefing, nous étions toujours gardés, nous sommes allés nous coucher toujours gardés, et le lendemain matin, eh bien alors à ce moment-là, les gardes sont disparus car le débarquement commençait à avoir lieu, et on a décollé pour la première mission. Je veux dire que on a tous été terriblement frappés par cette masse que l'on a retrouvée le lendemain matin d'ailleurs, et qui était un flot continu de bateaux allant des côtes de l'Angleterre aux côtes de Normandie, et que l'on a retrouvé le lendemain d'ailleurs. C'était quelque chose de fantastique. Il y avait un courant, c'était même pas la peine en l'air de suivre un cap, il suffisait de suivre le courant des bateaux, on était sûr d'arriver à Normandie. Vous savez, et ça donnait là une impression de force, de puissance qu'on rencontre souvent dans les opérations à caractère américain ou à caractère britannique, où il y avait une énormité des moyens mis en jeu qui était véritablement frappante, et qui était un des styles de la façon dont les Britanniques, comme les Russes d'ailleurs, un petit peu prenaient les choses à ce moment-là. Quand il s'agissait d'obtenir quelque chose, eh bien on multipliait par 2, par 3 ou par 4 les moyens nécessaires de façon à être sûr d'y arriver. Ce qui était d'ailleurs la stratégie la plus simple en général quand on peut se le permettre. Dakota ou des avions britanniques de transport qui traînaient des planeurs, 1, 2 ou 3 planeurs, l'ensemble étant plein de parachutistes. C'était une division aéroportée. À cette époque-là, ça devait faire à peu près de l'ordre de 8 à 10 000 hommes. C'était très important. Et nous avons été tout de suite mis en alerte, et on a été appelé en salle de briefing encore, alors qu'on pensait qu'il était 8h30. On avait déjà fait 2 missions dans la journée, que c'était terminé. Pour faire encore une autre mission qui donc n'avait pas été planifiée. Celle-là, c'était bien une mission d'urgence pour protéger cette division aéroportée. Et la protection, il était impératif que pour cela, nous soyons au-dessus de cette division et que nous n'intervenions pas dans le mouvement des avions lui-même, mais qu'on protège cette division-là contre des actions aériennes adverses. Et il fallait absolument coller à cette mission. Nous sommes donc partis, il était tard, fort tard, mais en mois de juin, dans ce coin-là, les nuits sont longues, et nous avons suivi là ce flot d'avions, et on a commencé à dépasser la tête. C'était bien planifié, tout ça, quelques minutes avant d'arriver à la côte française, si bien que lorsque les premiers planeurs ont abordé la côte française, il devait être à peu près 9h30, le jour tombait, et il y avait une petite brume, un peu le violet caractéristique de cette couleur des champs dans les soirs d'été. Et à un certain moment, on a vu ces planeurs donc franchir la côte à hauteur de Caen, et puis continuer. Et ils ont continué. On a dit, mais bon sang, nous on savait à peu près où étaient les lignes. On a dit, mais où vont-ils comme ça? Et ils ont commencé à larguer. Les planeurs ont commencé à descendre eux-mêmes, et puis des parachutistes ont été largués des avions de transport. Et tout ça, ça s'est passé sur un champ qui devait être à 2 km, qui était à peu près presque à mi-route entre Caen et la Beachhead. Et ça a été un des souvenirs les plus épouvantables que j'ai vus de catastrophes aériennes pour les Alliés. On
on a vu souvent des tas d'avions se faire descendre par la DCA à côté de soi, n'importe quoi, mais un spectacle, un tel carnage, ça a été quelque chose d'absolument épouvantable. Et il n'était pas question à ce moment-là, et ça c'était les machines britanniques, comme on les a vues dans les bombardements, ou les machines américaines, comme on les voyait dans les bombardements importants, il n'était pas question que quoi que ce soit changé. C'est-à-dire que les avions qui arrivaient derrière et qui savaient exactement ce qui allait se passer ne pouvaient pas bouger, et tout ça, ils venaient, ils arrivaient, ils déversaient leurs parachutistes, qui se faisaient liquider, ils faisaient 100 mètres, ils se faisaient descendre, ensuite la prochaine vague, et la même chose, et ça a duré pendant 1h30 ou 2 heures. Ça a été absolument épouvantable. Et je ne l'ai pas vu relater souvent, cette affaire-là, mais vraiment, c'est une des choses qui m'a le plus frappé parmi toutes les opérations. Pour ma part, les choses ont été très simples et très normales, dans ce sens que un de mes oncles était président d'un aéroclub au Land de Bussac, un petit terrain près de Bordeaux. Et grâce à cet oncle et à cet aéroclub, qui était un petit peu un aéroclub familial, où beaucoup de membres de ma famille volaient, je me suis trouvé agglutiné dès l'âge de 12 ou 13 ans à peu près, déjà à l'aviation, à l'aéronautique de club. Et j'ai dû prendre mon baptême de l'air en faisant... dans un avion qui devait, pour entrer et s'abriter dans une grange, sauter une haie, quelque chose comme ça, et j'ai dû faire 3 ou 4 minutes. Là. Et cette affaire-là, ce premier vol m'avait frappé d'une façon extraordinaire, si bien que à partir de ce moment-là, j'ai été véritablement mordu par l'aviation. Je vais avoir une douzaine d'années. Et dès que l'aviation populaire, qui a été une grande affaire pour les jeunes finalement, a existé, peut-être en 1936, j'avais 16 ans, j'ai pu passer mon brevet de pilote. Brevet de pilote premier degré. Et à 17 ans, j'ai passé mon brevet de pilote deuxième degré. Et tout naturellement, j'avais mes 2 bacs à ce moment-là. J'ai fait l'école de l'air et je me suis retrouvé à l'école de l'air. Donc, vous voyez que le processus a été tout ce qui est de plus simple et tout à fait naturel. À partir du moment, à partir de 12 ans, j'ai commencé à aimer ça et ça a été terminé, quoi. L'affaire a été entendue, car il était quand même, à l'époque, la carrière de pilote n'était pas très bien dessinée, on ne la connaissait pas très bien, et puis pour un jeune étudiant, on ne savait pas très bien, l'école de l'air n'a commencé à exister qu'en 1935, mais tout ça s'est enchaîné sans problème particulier. De ce côté-là, j'ai eu beaucoup de chance.